Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce vendredi matin est Quentin Salambien. Il est référent Horizon Jeune Bretagne et il est avec nous en direct. Il a fait le chemin pour commenter l'actualité politique assez intense en ce moment. Bonjour. Bonjour Monsieur Hamon. Alors on va parler effectivement de politique. J'avais envie de commencer par la politique française et la réforme des retraites. Est-ce la fin du conclave ? Écoutez, en tout cas, il y a un constat à faire qui est celui, et je m'en réjouis à titre personnel, et qu'on avait d'ailleurs eu l'occasion d'aborder au Congrès Horizon de Lille il y a 2 semaines de cela, c'est que nous allons pouvoir enfin, je l'espère, axer le débat sur des choses qui, peut-être, au vu de la situation internationale et nationale, sont peut-être dans un temps plus urgent. Non pas que ce soit un sujet... Et bien entendu, vous l'aurez compris, puisque c'est la position du Parti Horizon, non pas que ce soit un sujet important, au contraire, la retraite est un sujet majeur qu'il va falloir traiter avec attention, pragmatisme, mais surtout discussion. Et je ne pense pas vraiment que le temps, aujourd'hui, dans une assemblée assez divisée, où les discours sont parfois assez houleux, permettent un dialogue structuré sur la réforme des retraites. Alors, il faut plus de sérénité. Plus de sérénité, plus de pragmatisme et surtout une possibilité de dialogue approfondi, que ce soit avec les partenaires sociaux, que ce soit avec les acteurs du privé comme du public et des indépendants. Et c'est ce qu'a rappelé Édouard Philippe au Congrès de Lille. Il est nécessaire d'avoir une discussion approfondie sur ce sujet. On ne peut pas se permettre de vociférer dans l'espace public comme il est fait à l'heure actuelle, mais bien poser le sujet sur la table de manière apaisée, et ce n'est pas dans l'Assemblée nationale actuelle que c'est possible, à mon sens. Avec des partenaires sociaux qui ont claqué la porte, les derniers en date, c'était la CGT. Est-ce que ça va être facile de recoller les morceaux, selon vous, justement pour essayer de renouer le dialogue ? Je pense que sur la question du dialogue, il n'y a pas de fatalisme. Il est toujours possible, encore une fois, dans des temps choisis et dans des temps qui sont les bons, d'aborder les bonnes questions. Encore une fois, la question actuelle n'est pas vraiment en phase avec l'actualité qui est la nôtre. Alors justement, l'actualité, on parle d'économie de guerre aujourd'hui. On a entendu le président Macron s'exprimer longuement là-dessus. Le président Macron qui a reçu également à l'Élysée le président Zelensky, avec 2 milliards d'euros qui vont être donnés, en tout cas qui vont servir à aider l'Ukraine. J'allais presque me faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est le moment de donner encore plus d'argent alors qu'on a une situation économique compliquée? Et c'est une question tout à fait entendable et je vous rejoins sur la situation économique en effet compliquée. On y reviendra certainement. On va en dire par la suite. Premièrement, sur l'échange en lui-même, je me réjouis d'ailleurs que l'échange entre le président Macron et le président Zelensky ne soit pas vraiment dans, je dirais, la même ambiance, si je puis dire, que l'échange qu'on a pu tous voir de manière assez ahurie sur les chaînes de télévision aux États-Unis. C'était quand même un changement d'ambiance. C'était plus calme qu'avec Donald Trump, plus constructif. Oui, et certainement bien plus utile et bien plus nécessaire, parce qu'on est quand même dans un contexte international préoccupant, et qui, je pense, préoccupe les Français. Il n'y a qu'à allumer l'actualité, n'importe quelle chaîne de télévision, vous pouvez être certain que dans le quart d'heure qui va suivre, on parlera des conflits internationaux, et pour cause. Le mot guerre fait peur. Aujourd'hui, il revient sur le devant de l'actualité, alors qu'on pouvait imaginer que l'Union européenne, l'Europe, plus largement, était à l'abri de la guerre. Mais je pense qu'il ne faut pas se penser à l'abri de tout conflit, de toute guerre, et pour le coup, le mot guerre fait peur, et il a raison de faire peur. Il a raison de faire peur parce que dans le contexte qui est celui du conflit entre l'Ukraine et la Russie, il faut remettre 2 choses à leur place. Le conflit est aux portes de l'Europe, et donc, bien entendu, à surveiller avec une grande précaution, d'autant plus qu'on a là un pays d'une puissance qu'on ne peut pas nier, qui attaque un pays, bien entendu, plus faible, mais qui a fait le choix de la démocratie, de la liberté et d'une construction de société qui n'est pas, bien évidemment,
celle de la Russie. Aujourd'hui, la France, elle doit se positionner, et c'est ce que fait le président de la République, c'est ce que, en tout cas, prône aussi Horizon. Ça a été rappelé encore une fois dans les paroles d'Édouard Philippe. Nous devons assurer à l'État sa légitimité, et elle passe aussi par l'armement, par la défense, parce qu'aujourd'hui, oui, mettre du budget sur l'Ukraine, c'est quelque chose qui peut être mis en question si on regarde la question, je dirais, en surface. Si on se penche sur la question plus en profondeur, il y a bien plus qu'une simple guerre en Ukraine, parce que c'est aux portes de l'Europe et que demain, la France pourrait très bien être menacée à la même échelle que l'est l'Ukraine. On entend beaucoup d'ailleurs les chaînes de télévision russes avec des influenceurs guerriers, parfois haut en couleur, il faut bien le dire, mais avec des discours quand même qui interpellent. On parle de raser des villes, on parle d'envoyer des missiles, on parle, etc. Il y a beaucoup de choses de dites. Et puis il y a le discours officiel, celui du ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, ou encore évidemment de Vladimir Poutine, un discours quand même qui vise de plus en plus la France. Est-ce que finalement le conflit se déplace sur un conflit idéologique et pointe, on l'aura compris, la France, ou en tout cas le soutien de la France à la démocratie ukrainienne? Mais bien sûr, mais ce qui est tout à fait logique. On a vu différents verbatims utilisés par la Russie pour tenter de déstabiliser, mais c'est là tout le jeu médiatique aussi d'un conflit. On n'est plus du tout sur les mêmes formes de conflit qu'autrefois. On est aujourd'hui sur un conflit assez complexe qui se joue à la fois médiatiquement et à la fois de manière, je dirais, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié à l'armement numérique. Et aujourd'hui, on sait... Toutes les déstabilisations, finalement, voilà, qui interviennent. Toute forme de déstabilisation est bonne, et ça passe aussi par le jeu médiatique. Fort heureusement, on a en France quand même un libre arbitre et une liberté de pensée qui n'est pas complètement obstruée par le jeu médiatique et qui nous permet de voir la réalité en face, ce qui n'est pas malheureusement le cas en Russie par le contrôle des médias et tout ce qui s'y opère. Mais je dirais que si on veut aller à l'essentiel sur cette question, oui, la France est attaquée par la Russie sur ce terrain-là, et pour cause, parce que la France est un pays puissant, qui affirme sa puissance et qui ne se dégonfle pas face à cette situation. Malgré une forme d'abandon des États-Unis, on aura compris que Donald Trump parle beaucoup d'Emmanuel, entendons par là Emmanuel Macron, mais finalement travaille en solitaire, n'a pas du tout envie d'associer la France ou d'associer l'Europe aux négociations de paix, par exemple, qui se situent sur un autre terrain. Bien sûr, mais ce que je pense, et d'ailleurs je souligne l'excellent art oratoire de Claude Malhuret que vous aurez peut-être eu loisir d'entendre sur ce conflit. Donald Trump oublie aussi la force européenne, parce qu'on parle de force française, mais derrière il y a la force européenne. Alors oui, en effet, vous avez, si ce n'est la plus grande puissance économique mondiale, représentée par un président tout à fait contestable et tout à fait interrogeable sur ses propos. Il est imprévisible, il faut bien le dire. Pour le coup, il est plus qu'imprévisible, et je pense d'ailleurs que les journalistes américains ne doivent pas s'ennuyer dans leur exercice. Ceux qui ont encore le droit d'aller à la Maison-Blanche ou dans l'avion présidentiel. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier, voilà, encore une fois, qu'on a une Union européenne forte qui n'est pas là pour se laisser déstabiliser par les États-Unis. On avait le sentiment jusqu'alors que l'Union européenne s'était un peu endormie, je le disais tout à l'heure, sur ses lauriers, en disant voilà, on va vivre, on va faire prospérer notre économie, notre influence, mais bon voilà, on n'était pas dans une idée de guerre. Aujourd'hui, il y a effectivement ce mot terrible de guerre, et puis on a le sentiment d'une Europe qui se réveille tout à coup, qui prend un envol politique qu'elle n'avait peut-être pas eu jusqu'à présent. C'était compliqué de travailler à 27, c'est toujours d'ailleurs compliqué de travailler à 27, mais on voit par exemple la Grande-Bretagne qui ne fait plus partie de l'Union européenne, mais qui s'associe à cette forme de coalition pour répondre à la Russie, pour répondre aussi d'une façon économique aux États-Unis. Je pense que, en effet, face à l'attaque, si je peux dire économique, des États-Unis, pour le coup, on ne se borne pas aux frontières de l'Union européenne. On l'a vu, la Grande-Bretagne fait partie de ces acteurs,
tout comme le Canada aussi, puisqu'ils ne sont pas sans avoir eu aussi des attaques d'un point de vue économique, hein, avec des menaces quand même assez fortes entre les deux pays. Des pays qui étaient quand même plutôt atlantistes, on pourrait le dire comme Bien ça, du fait de leur histoire et pour le Canada de sa proximité avec les États-Unis. Bien sûr, mais là encore, tout repose sur la lucidité et sur tout simplement le pragmatisme. Je pense qu'il est important de remettre toutes les choses dans leur bonne place. Les États-Unis ont leur position. Encore une fois, ce n'est pas la position du monde entier. Et il faut en arrêter avec ce positionnement. Et ce que je suis assez heureux de voir aujourd'hui, c'est que la France ne fait pas ce choix justement de laisser les autres décider pour elle et qu'on s'inscrit dans une Union européenne forte avec les partenaires étrangers qui s'y associent. Avec des conséquences économiques, là on a encore entendu ces dernières heures Donald Trump signer des décrets pour instaurer des droits de douane plus importants sur certains pays. L'industrie européenne va en souffrir, y compris d'ailleurs l'industrie américaine, mais plus proche de nous, effectivement, l'industrie européenne. Ça va avoir un impact social aussi sur l'emploi, sur le développement économique. Est-ce qu'il faut répondre et de façon peut-être pas forcément graduée, mais peut-être ferme à la politique économique de Donald Trump. Enfin, si tant est que ce soit une politique économique, on a plutôt l'impression de mesures comme de mesures de rétorsion. Oui, moi je vais vous dire, j'ai pleinement confiance dans les représentants européens qui là-dessus prendront les mesures adéquates. Et vous avez dit quelque chose qui me semble très juste, c'est que certes, l'économie européenne va être impactée, directement ou indirectement, par ces décisions. Mais les Américains eux-mêmes vont l'être. Et ça aussi, et d'ailleurs j'étais assez surpris et étonnamment surpris de voir que des discours comme celui de Claude Manuret avaient été énormément relayés aux États-Unis. Y compris sur des chaînes de télévision plutôt favorables à Donald Trump. Tout à fait. Avec des réactions d'Américains qui étaient dans le remerciement de dire... Les Français voient des choses que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de mettre sur le devant de la scène. Et c'est le cas. Et aujourd'hui, penser que les directives, les décisions américaines vont avoir des impacts uniquement sur l'Europe, eh bien, c'est se tromper. En effet, les Américains seront aussi impactés par ces décisions, mais qui résultent, bien entendu, d'un choix. Hein. Ça quand même résulte d'un vote. Avec retour, si vous le permettez, à l'économie de guerre, avec là aussi une prise de conscience européenne avec la France qui possède la force de frappe, la fameuse force de dissuasion, l'Angleterre également, enfin la Grande-Bretagne qui possède également l'arme atomique. On a le sentiment depuis quelques semaines qu'il y a une volonté pour l'Europe, pour l'Union européenne, de se protéger, puis peut-être de se mettre un petit peu à l'écart de la politique américaine, d'autant que Donald Trump, encore lui, Donald Trump ne souhaite plus que finalement les États-Unis protègent l'Europe, si ce n'est que voilà, peut-être faire un plus gros chèque et on pourra en discuter. Je prends un peu le petit bout de la lorgnette, mais ça a une répercussion justement sur la politique européenne, la politique de défense, qui se met finalement, et sans jeu de mots, en marche. Oui, et je dirais que cette question du financement, cette question du réarmement, presque on peut dire, non pas que nous soyons désarmés, mais ça nécessite énormément de pragmatisme et de savoir poser les mots. À l'heure actuelle, on met plus de moyens financiers à rembourser la dette que dans, finalement, les actions, je dirais, le réarmement et l'action militaire à proprement parler, au niveau de l'économie de défense. C'est quand même un sujet dramatique. La France, qui est un grand pays, doit pouvoir répondre en cas d'attaque, doit pouvoir s'affirmer. Et là encore, forcément, on parle, je dirais, de gros sous. C'est des sommes colossales. Mais qui, ramenées à l'enjeu, doivent quand même être mesurées. Et là-dessus, vous le disiez tout à l'heure, oui, il y a en effet un choix qui est fait par la présidence et par la France, mais qui, je pense, n'est pas un choix irraisonné, bien au contraire, puisque si nous ne sommes pas capables d'assurer l'avenir des Français et sa protection, qu'est-on capable de faire ?
Avec là aussi une question dogmatique qui se pose. Qui protège qui? Finalement, la France dispose de l'arme atomique. Comment peut-elle la mettre à disposition des pays européens en gardant la main, si vous me permettez, mais la mettre à disposition pour tout simplement faire valoir le droit de protéger ses alliés? Vous disiez... qui protège qui, et la formule me plaît bien puisqu'elle me renvoie, je fais un petit aparté plus local, hein, parce qu'on connaît mon attachement à l'ancrage territorial aussi. Mais on va en parler du local. On va en parler, mais qui protège qui? Je pense qu'en effet, ce sont des questions que l'on pourrait se poser de manière assez concrète aussi à l'échelon municipal quand on voit l'actualité qui est la nôtre, notamment sur Rennes. Simplement, qui protège qui? Je pense que ici, on est sur un jeu, bien entendu, d'entente très important et de collaboration entre les alliés européens, les partenaires internationaux et la France, qui a pleinement sa place dans ce dispositif en tant que grande puissance européenne. Alors justement, on va revenir à la politique française et on va parler du local. La politique française aujourd'hui, elle est marquée par une montée, en tout cas la politique et les faits de société, parce que l'un et l'autre sont liés en ce moment, par une montée de l'antisémitisme. Par exemple, on a vu cette agression de rabbin d'Orléans, agression filmée, violente. On voit parallèlement la politique qui s'invite aussi dans ce débat sur l'antisémitisme et ce sentiment de violence vis-à-vis de la communauté juive, avec ce déplacement, on pourrait presque dire surprenant, de Jordan Bardella et de Marion Maréchal en Israël à l'invitation du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Comment vous avez reçu cette nouvelle? Est-ce que pour vous, finalement, ben voilà, on est dans un processus de normalisation du Rassemblement national qui a défendu beaucoup les Juifs depuis le 7 octobre? Ou est-ce que pour vous, ça reste encore choquant que finalement le Rassemblement national peut-être profite d'une ouverture politique? Écoutez, le Rassemblement national, certes, bénéficie en effet d'un éclairage politique et pour cause, puisqu'ils sont tout aussi, et ça il faut le respecter, ils sont par la présence d'un vote qui est tout à fait légitime. 11 millions de Français ont voté pour le Rassemblement national. Et ça, on ne peut pas le nier. Mais la bonne question, c'est de s'interroger sur pourquoi on va vers ce vote. Aujourd'hui, on va aller sur une normalisation, vous le disiez, du Rassemblement national, tout comme on va aller vers une normalisation, à l'inverse, de l'extrême gauche française. Quand on voit aujourd'hui, je dirais, cet affrontement constant entre d'un côté les mécontents et d'un côté les conservateurs, c'est quand même assez inquiétant pour le devenir du pays. Et heureusement, on a encore la lucidité dans tout ça avec des partis, et forcément je défendrai ma propre cantine, je dirais, mais heureusement on a aujourd'hui des visions de la politique qui ne sont pas celles-ci, et c'est avant tout le message qui, je pense, peut être transmis davantage aux jeunes notamment, c'est de se dire, voilà, entre tous les discours qui peuvent être faits, tantôt haineux, tantôt agressifs, voilà, il y a d'autres solutions, il y a d'autres voies que celle-ci. La normalisation du Rassemblement national, c'est un danger pour la société. La normalisation de la France insoumise, c'est un danger pour la société. Parce qu'aujourd'hui, les propos qu'ils tiennent ne sont pas anodins. Les propositions qu'ils font ne sont pas anodines non plus. Et on est face tout de même à des débats d'une violence, rare. Enfin, je pense que vous avez eu l'occasion d'écouter Jean-Luc Mélenchon, vous avez eu l'occasion d'entendre certains députés sur cette antenne de la France insoumise. Et là, on est quand même sur un jeu de mots et sur des excès de langage qui sont dangereux à la fois pour les Français, pour la démocratie en elle-même et pour la République et pour notre construction de société. Parce que finalement, entre l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie et toutes les discriminations que nous pouvons avoir et qui sont dramatiques dans la société, il faut aussi se poser la bonne question de qui alimente quoi. Avec une fracturation de la société autour de sujets de société précisément. On pense des sujets qui arrivent dans le domaine sportif. On a vu cette passe d'armes entre deux sportifs éminents concernant le port ou non du voile dans les activités sportives, alors amateurs ou professionnels. Là aussi, retour sur un sujet très clivant. Permettez-moi le mot, il est un peu cru, mais très casse-gueule.
Bah, pour le coup, quiconque s'aventure sur ce terrain, en effet, s'expose à la fois au tribunal médiatique et à la fois aux lapsus un peu controversés qui peuvent en émaner. Moi, ce que j'aurais à dire là-dessus, en effet, c'est que, encore une fois, on est sur des questions, au-delà de questions politiques, qui sont des questions de société, qui ne peuvent pas être débattues simplement à coup d'invectives entre deux bords d'une assemblée fracturée. Il faut aller plus profondément dans le débat, dans la réflexion. Parce que derrière, vous avez la question des cultes, vous avez la question des pratiques de chacune et chacun, dans le respect et des religions et des croyances. On ne peut pas se contenter de dire c'est mal, c'est bien. On ne peut pas être constamment dans une dichotomie de société comme on l'a actuellement. Et c'est terrifiant aujourd'hui qu'on ne soit pas capable de poser un débat qui soit à la fois un débat modéré, à l'écoute des autres. Il faudrait lancer un débat national, une réflexion nationale autour de alors pas seulement le voile, mais de ces grandes notions de faire société ensemble. Mais là encore, il faut définir ce qu'est faire société ensemble et ce qu'est la notion de grand débat national, parce que on prend aussi le risque de s'exposer à toutes sortes de discours qui parfois révéleront quand même des choses grotesques. Moi, je pense que les politiques doivent se saisir de ce sujet, mais avant tout ça, doivent remettre le doigt sur ce qui est vraiment au cœur du sujet. Parce que, non pas que ce soit des sujets connexes, mais presque. Si l'on se penche d'abord sur la question des religions, de leur occupation dans l'espace public aujourd'hui, de quels sont les moyens aussi de préserver le culte de chacune et chacun, parce que ce sont des questions éminemment importantes. Moi, je dirais presque avec la même notion de tolérance, avec la même notion de dialogue, ça renverrait presque au débat sur le mariage homosexuel, sur les débats sur l'IVG. Ce sont des sujets de société qui ne peuvent pas se cantonner à des discours d'invective. Alors voilà, l'avenir nous dira s'il y a une réponse et en tout cas une réflexion plus profonde autour de ces grands sujets de société. Autre sujet très important, ça nous amène au local directement avec l'insécurité. Aujourd'hui, c'est une des grandes questions. Là aussi, c'est un sujet complexe, clivant, comme l'on dit. L'insécurité, elle est présente aujourd'hui un peu partout en France, malheureusement, y compris dans nos villes, ici en Bretagne, avec le trafic de stupéfiants, avec une violence de la société, y compris des plus jeunes. Et puis il y a ces faits divers, il y a cette femme de 73 ans qui a été sauvagement assassinée à Rennes, chez elle. Voilà, alors l'enquête est en cours, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a plus qu'un sentiment aujourd'hui d'insécurité, y compris en Bretagne où, ma foi, la vie était quand même plutôt paisible jusqu'alors. Elle l'était, et malheureusement, on est obligé de constater qu'elle l'était et qu'elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus pourquoi ? Elle ne l'est plus par l'inaction politique locale, parce que aujourd'hui, vous avez très clairement des politiques locales qui se dédouanent aussi de leurs responsabilités, et ça c'est assez effarant de le voir. Remettre en cause toujours l'État et les moyens, c'est un peu trop facile. Vous voyez, j'étais lundi, j'assistais au conseil municipal de Rennes, où Charles Compagnon, que vous avez l'occasion de recevoir assez fréquemment sur cette antenne, pourrait être pointé du doigt sur peut-être un discours qui serait trop récurrent sur la sécurité et sur l'insécurité. Ben moi, je vais vous dire, ce discours, je pense qu'au contraire, on n'en parle pas assez. Ce sujet, il n'est pas assez abordé. Parce qu'aujourd'hui, quand on pointe du doigt le problème, quand on voit des drames comme celui d'hier, et j'en profiterai d'ailleurs, si vous me le permettez, pour adresser mes pensées les plus... Je ne sais même pas que dire, parce que face à tant d'effroi, mais mes pensées les plus émues et vraiment mon témoignage de soutien à la famille qui a dû être dévastée d'apprendre une telle agression comme il y a eu hier à Rennes. Vous avez là des actes qui deviennent des actes quotidiens. Il n'y a pas quasiment une semaine dans la presse, je parle de Rennes parce qu'évidemment je parle de ce que je peux voir au quotidien, j'y vis. Pas une semaine sans faits divers, pas une semaine sans incident, pas une semaine sans agression. Et en face, qu'avons-nous comme solution ? Nous n'avons pas de caméras de surveillance. Alors oui, la municipalité prendra un nombre certain de caméras de surveillance, mais quand on en déduit
toutes celles qui sont installées dans les transports en commun et celles qu'il n'y a pas dans les rues, permettez-moi de le remettre en question. Quand on n'a pas d'armement de la police municipale qui n'est pas capable de se protéger elle-même et qui par conséquent n'est pas forcément la plus à même de protéger ses citoyens. Et fait face souvent à une violence beaucoup plus importante que bien ces sûr, derniers temps. On n'est plus sur de la petite délinquance, là on est sur des phénomènes d'échelle qui deviennent presque incontrôlables. Si aujourd'hui les différents acteurs ne sont pas capables de se mettre autour de la table entre acteurs locaux, acteurs nationaux, ça ne marchera pas. On ne peut pas toujours se renvoyer la balle en disant oui mais là, oui mais là, oui mais là, c'est pas fait, oui mais si, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, on doit être capable de dire d'accord, vous mettez des moyens au niveau de l'État, la municipalité doit en répondre et pas s'emprisonner dans un dogmatisme qui aujourd'hui met en danger plus qu'il ne protège. Longtemps, on a considéré que les caméras, l'armement, c'était nuire à la liberté. Eh bien aujourd'hui, moi je suis désolé, la liberté, elle passe avant tout par la liberté de pouvoir circuler sur la voie publique sans risquer quoi que ce soit, sans risquer de rentrer d'une soirée entre amis, de se prendre un coup de couteau, sans risquer d'être une personne âgée et de rentrer tranquillement chez soi en se faisant agresser. Et aujourd'hui, on voit que c'est toutes les catégories de la population qui sont touchées par ces phénomènes d'agression qui sont extrêmement graves. Et puis il y a des initiatives très sulfureuses. On a entendu parler du Yarl, ce fameux patron de boîte de nuit très médiatisé, qui d'ailleurs a vu son établissement fermé temporairement par décision administrative de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Est-ce qu'on a le risque justement d'une dérive dans la société, y compris à Rennes, de gens qui vont vouloir faire justice eux-mêmes? Ah bah bien sûr, et vous en avez l'illustration parfaite, vous le rappeliez, ces événements qui ont eu lieu devant une boîte de nuit rennaise sont absolument effarants. On est dans un état de droit, un état où la police doit protéger avant tout ses concitoyens. Aujourd'hui, quelle a été la réaction? Face à l'absence de moyens, on a d'un côté un groupe d'étudiants qui organise de manière totalement illégale l'occupation d'un bâtiment de nuit pour je ne sais quelle fête absurde à coups de bière et de musique techno. Et d'un autre côté, je dirais des dérives sécuritaires d'un établissement de nuit qui en effet, et là je laisse toute la compétence à la justice pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, sur des cas de violence et en effet sur des ripostes. Ces dérives-là ne sont pas entendables, ne sont pas tolérables et elles ne le seraient pas si les moyens étaient mis sur la table pour éviter d'en arriver là. Il nous reste 2 petites minutes. Je veux vous entendre sur les élections municipales. Elles vont arriver à Rennes comme ailleurs. Bien sûr. On sait qu'Horizon est très ancré sur les territoires, très ancré avec des comités municipaux, vraiment l'échelle la plus proche des citoyens. J'imagine que vous êtes en ordre de marche et que déjà le programme alors on va peut-être pas dévoiler toutes les... Vous reviendrez de toute façon en parler, mais voilà toutes les parties du programme. Mais aujourd'hui, il y a une volonté de changer, d'aller vers une société plus apaisée et puis d'aller plus au fond des choses. C'est un peu le message des municipales vu par Horizon. Bien sûr. Aller plus au fond des choses, c'est s'intéresser davantage à ce qui vient du terrain. Édouard Philippe l'a rappelé, lui-même sera candidat à la mairie du Havre avant d'être candidat à la présidentielle, ce qu'il a déjà annoncé. Parce que la force du territoire, la force d'un ancrage, d'un enracinage local est primordiale. Il est important aujourd'hui d'avoir des élus connectés à leur territoire, d'avoir des élus qui sont capables de remonter les préoccupations locales, d'aller à la rencontre des habitants. Parce que cette politique, si elle veut bien se faire, elle doit avant tout être une politique de terrain. Et ça, j'insiste. Les grandes décisions, elles ne se prennent pas entre décideurs politiques dans des salles closes. Je n'y crois pas. Moi, c'est là tout le projet d'Horizon qui s'appuie depuis le début sur l'échelon municipal dans la construction de son projet, dans la rédaction de notes, dans les remontées auprès des secrétaires nationaux qui se déplacent sur les territoires, c'est primordial. Et aujourd'hui, je suis très heureux de voir aussi qu'à Rennes, nous avons, et sur les communes d'ailleurs périphériques, où nous avons de très très bons référents municipaux qui localement sont des acteurs pleinement engagés, aujourd'hui on est capable d'aller sur cet ancrage territorial profond. Avec peut-être le retour du cumul des mandats, le député maire, c'est pas un gros mot? Non, c'est pas un gros mot.
Eh bien, on va terminer là-dessus. Quentin Salambien, vous étiez notre invité politique dans la matinale ce matin. Je rappelle que vous êtes référent Horizon Jeune Bretagne. Et vous reviendrez parce qu'on a compris que l'actualité politique allait prendre un peu d'ampleur dans les prochaines semaines. Merci infiniment. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.